Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette émission du 11 octobre 2023. Aujourd'hui, on va faire un tour sur les news et sur l'état du marché, sur les quelques graphiques, etc. Mais on va se focaliser pas mal sur les actualités crypto. On va commencer avec la heatmap donc, de Crypto Bubbles. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, donc Crypto Bubbles, plutôt Crypto Bubbles, CoinMarketCap, ou le troisième d'où j'ai oublié le nom, CoinGecko. J'utilise pas mal Crypto Bubbles, on va dire de manière quotidienne pour voir. Je trouve que c'est impactant de voir les images, la taille des bulles, etc. pour tout de suite comprendre la température du marché, par exemple. Après, pour faire des recherches un peu plus détaillées, généralement j'utilise CoinMarketCap, mais je pense que j'utilise de moins en moins parce que je vais utiliser de moins en moins parce que ça appartient à Binance, donc rien de mal à ça, mais en vrai, je suis pas un énorme fan de Binance. Je trouve qu'ils sont trop gros, et même là, avec tous les attaques qu'il y a, pour l'instant, ils ont été déclarés coupables de rien, mais quand même, il y a beaucoup de fumée autour d'eux, et je sais pas, je le sens pas trop, ces aides, etc. On va parler de lui juste après, d'ailleurs. Donc je pense que je vais me mettre de plus en plus à utiliser CoinGecko, où j'ai fait quelques tours depuis quelques jours, et je vois qu'il y a pas mal d'informations qui sont rapidement disponibles euh, qui, sont qui sont directement visibles à l'œil nu, je veux dire, dès qu'on arrive sur une page du crypto, alors que ces mêmes informations sur CoinMarketCap, il faut aller un peu plus les chercher, un peu plus dans le détail. Donc bref, parenthèse fermée. Sur les volumes, rien de bien fou, on ira voir sur les graphiques. Ce matin, donc la render se comporte bien, casse pas, c'est assez compliqué, on ira voir. Et je l'ai vu pop à l'instant là, et je l'ai vu ce matin, une grosse performance, c'était Ocean Protocol. Voilà exactement. Ah bah là, il vient de bien remonter. D'accord, donc c'est Ocean Protocol, on ira voir. Du coup, ce matin, j'ai vu qu'il avait perdu 10%. Et c'est un projet dont j'avais pas mal entendu parler. Et du coup, j'ai commencé à le dire depuis ce matin. Il est très intéressant et je vais très certainement me créer une ligne d'Ocean Protocol, sûrement à 4 chiffres. On ira voir. Ça va être aux alentours, je pense, de 1500-2000 $. Pour commencer, je pense que c'est un projet qui est là plutôt solide. On enchaîne sur les news. On a, je sais pas si je l'avais passé, mais il me semble que sur Twitter, et je l'avais vu il y a quelques jours, le temps que ça soit retranscrit dans dans les presses, etc. Ça a mis quelques jours. CZ met en garde sur l'impact du halving. C'est un titre assez réserviste, je dirais, parce que quand même, dans ses expressions, il dit que même si c'est pas prouvé comme A plus B que le halving euh, engendre une hausse du Bitcoin, on va dire, c'est pas une cause quoi. C'est quand même arrivé à chaque fois. Donc et on peut un petit peu l'expliquer, mais on va dire pas de manière extrêmement rationnelle et extrêmement certaine quoi. Oui, l'émission de l'offre est réduite par 2, mais c'est pas non plus quelque chose qui arrivera à 100% sûr. C'est parce qu'il y a un halving, imaginons si un an après le halving, il y a un événement géopolitique grave où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs tout simplement, et bien le prix chutera. Donc c'est pas mathématiquement certain qu'après le halving, le Bitcoin ira à la hausse, même si pour moi j'en suis absolument convaincu, comme je pense tous ceux qui investissent dans le Bitcoin, ou en tout cas la très grosse majorité. Marquera la quatrième réduction, ouais, donc ça va être le quatrième halving. Moi je pense simplement le prochain bull run, ça va être le bull run des institutionnels, où beaucoup de monde, moi je suis arrivé sur le marché en 2022, mais beaucoup de monde a vu le bull run des institutionnels pour le bull run de 2021, et vous voyez, on va dire un peu en avance, le bull run des États pour le bull run 2025, et moi je pense que ça a été décalé, et je pense que le bull run qui arrive, ce sera le bull run des institutionnels, avec tous les ETF, etc., on va dire euh, toutes les institutions, ou la grande majorité des institutions vont aller dans les cryptos, et vont mettre leurs mains dans ce marché-là, alors qu'avant, on va dire en bull run de 2021, on va dire il y avait quelques précurseurs comme MicroStrategy, Tesla, mais ils se sont très vite retirés, etc. Donc c'était vraiment les précurseurs, et je pense que ce bull run-là, ça va être la majorité des institutionnels, pour ensuite encore connaître un bear market, un cycle comme d'habitude, et ensuite peut-être, pourquoi pas, je pense, avec un petit peu d'optimisme, dans 2 cycles, le bull run, simplement des États, où certains États moyens, on va dire, plus grands que le Salvador, etc., ont considéré, et pourquoi pas passer le cap, d'utiliser Bitcoin comme monnaie légale et aussi comme monnaie de réserve, comme valeur refuge, comme monnaie de réserve, et parce que l'intérêt du Bitcoin, c'est à mon sens pas d'être utilisé de manière quotidienne tous les jours pour acheter son pain, mais c'est par exemple pour émettre une monnaie qui est basée sur Bitcoin. Donc un peu comme comme ça fonctionnait avec l'or avant la fin des accords de Bretton Woods.
en 71. Voilà, et en fait remplacer l'or par le Bitcoin parce que l'or est plus, enfin parce que le Bitcoin est plus rare que l'or. L'or, on peut toujours trouver des grosses réserves dans la journée, enfin les jours qui arrivent, etc. Donc bon, là on part d'un futur qui est assez lointain quand même, on part de 5-10 ans. Mais moi je pense que c'est mon scénario optimiste pour aujourd'hui. Donc voilà, et puis ensuite, si j'ai rien surligné, c'est qu'il n'y avait rien d'autre de très important à dire. Euh, voilà. On a aussi, c'est intéressant de suivre, je pense, parce que je pense que ça fait partie de l'histoire de cet écosystème qui est la crypto. Donc en tant qu'investisseur, si vous écoutez, bah, merci parce que vous êtes peu. Mais je pense que c'est important de bien vivre ces moments-là, parce que c'est des moments dont beaucoup de gens vont se souvenir, et c'est important de les vivre pleinement, je pense. Forcément, c'est l'expérience qu'on acquiert. J'espère que vous n'avez pas perdu de fonds de FTX. Si c'est le cas, pensez bien. Ah, mais je crois que c'est fermé pour faire votre réclamation de récupération des fonds. Mais bref, en tout cas, c'est depuis une semaine, le procès contre SBF a été ouvert. Depuis hier, il me semble, il y a Caroline Ellison, qui était le CEO de Alameda, qui était une autre société, un fonds d'investissement qui était très lié à FTX, qui a été, il me semble, fondé par SBF. Puis SBF a ensuite laissé le leadership de Alameda pardon, à Caroline lorsqu'il allait créer FTX. Et donc c'était l'entrée de Caroline dans le procès de SBF en tant que témoin. Et elle adopte pas du tout la même stratégie que SBF. Puisque elle dit, nous sommes, déjà elle plaide coupable, c'est important de savoir, elle plaide coupable. Et elle dit, c'est très simple, on a fait plein de délits, mais tout venait de SBF. Tout venait d'SBF, c'est lui qui m'a obligé à faire ci, à faire ça. Donc voilà, alors que pendant le même temps, SBF en fait, lui plaide non coupable et il dit tout simplement j'ai rien fait de mal, etc. Donc voilà, et elle a fait quelques déclarations, on va dire un petit peu choc, où on se rend compte un peu de la folie de SBF, où déjà moi je me considère comme un peu pas fou, mais très ouvert au risque dans les investissements. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai plus de Bitcoin, plus d'Ethereum. Ce que je regarde un petit peu, je pense qu'il aurait fallu que j'en garde, mais je suis en train de chercher des fonds pour en acheter, etc. Bref. Donc je suis, voilà, on va dire averse au risque, j'accepte le risque, je l'embrase. SBF était, moi je suis un ange à côté d'SBF, parce que SBF c'était un fou furieux. Elle a fait des révélations qui disaient par exemple, est-ce que je vais vouloir trouver mot pour mot? Non. Mais qui disait, ouais, il était prêt à jouer à pile ou face. Si c'était face, le monde, il détruisait le monde par exemple, il était prêt à accepter ce risque si, dans le cas où c'était pile, c'était un tout petit peu meilleur. Donc en fait voilà, donc quelqu'un qui était beaucoup trop proche du risque, beaucoup trop amoureux du risque, et il me semble que c'est dans, non c'est pas dans mon autre page, mais en fait il était clairement dans l'euphorie d'un bull run, mais lui c'était ça avec l'ascension de sa vie. Moi je me renseigne pas mal sur la psychologie, etc. Je pense que vous aussi, où on sait que pendant le bull run les gens sont euphoriques, et on se dit to the moon, et en fait on n'a plus les pieds sur terre. Et en fait lui c'était, ça me fait vraiment penser à ça quand elle le décrivait. J'ai vraiment l'impression que c'était son état d'esprit avec sa vie en fait. Il s'imaginait même président des États-Unis. Il avait déclaré il estimait à environ 5% de chance les probabilités qu'il soit élu président des États-Unis. Faut délirer pour pouvoir dire ça, alors qu'il a entre guillemets juste ouvert un exchange crypto. Il se pensait vraiment le roi du monde et que rien ne pouvait le toucher. Malheureusement, la réalité l'a rattrapé. Enfin, heureusement, on va dire, parce qu'il est fautif. La réalité l'a rattrapé très vite. On va dire plutôt heureusement, c'est vrai. Donc bon, je pense qu'il va prendre perpétuité évidemment. Il a fait une arnaque d'une vingtaine de milliards de dollars, c'est énorme. Donc voilà, après elle, je pense qu'il y a un peu plus débat, même si elle va forcément manger une perte qui sera une peine qui sera assez lourde, vu qu'elle plaide coupable, etc. Peut-être que ça va être un petit peu allégé, je connais pas la législation américaine sur le bout des doigts, donc on verra. Mais en tout cas, mon avis, c'est oui, évidemment, elle mérite aussi la peine qu'elle, je pense, va avoir. Ensuite, autre grosse news. Excusez-moi. À 9 minutes, d'accord. Allô? Oui, bonjour, monsieur Alexis. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Youssef des réseaux sociaux d'artistes. Et moi... Autre grosse news qu'il y a eu il y a quelques jours, c'est une sorte de white paper. Est-ce qu'ils ont mis?
ils ont pas mis de photos. Mais vous allez sur Twitter, vous allez trouver très rapidement, ou même si vous tapez Bitcoin Virtual Machine, je pense sur internet, ça se trouve très rapidement. C'est une sorte de white paper qui ressemble beaucoup au white paper originel du Bitcoin, qui s'intitule BitVM. BitVM, ça veut dire quoi? Ça ressemble étrangement, ça nous fait penser à EVM, qui veut dire Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine, en fait, c'est le process derrière tout l'ordinateur global qui est Ethereum, qui permet de lier des applications et des smart contracts, et qui permet de faire tourner des applications. Donc quand on dit que un projet est EVM compatible, etc., c'est-à-dire qu'il peut, ou il est sans doute en train de tourner sur la Layer 1 qui est Ethereum. Donc là, BitVM, on va dire, ça nous fait penser à EVM, mais sur Bitcoin. Donc en fait, c'est une sorte de Layer 2. Il faut que je me renseigne encore plus, parce que c'est très intéressant et ça peut avoir beaucoup de potentiel. Encore une fois, avec le même aspect historique dont on parlait tout à l'heure, c'est des révolutions comme ça. C'est un peu comme la mode des NFT qui est sur Bitcoin, on ne sait pas où ça en sera dans 1 ou 2 ans, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même toujours bien de s'y intéresser. Et donc là, je pense, j'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un que j'aime bien, qui est un Bitcoin maximaliste, que je ne suis pas, mais je trouve que c'est quelqu'un qui... Bon, quand on parle de Bitcoin, en tout cas, il sait de quoi il parle. C'est Crypto John, si vous voulez le regarder, il a fait une vidéo dédiée sur ce sujet que je n'ai pas encore regardé. Et par exemple là, je vous le dis, je vais me renseigner là-dessus, et donc pour m'enseigner là-dessus, je vais regarder, une des choses que je vais faire, ça va être regarder sa vidéo. Même si il faut quand même se rendre compte qu'il a un biais de Bitcoin maximaliste, quoi, tout simplement. Mais en gros c'est quoi? Ça va être une sorte de couche supérieure à Bitcoin qui permettrait de lire et d'exécuter des smart contracts sur la blockchain Bitcoin. Donc en fait, c'est l'utilité d'Ethereum, mais sur Bitcoin. Sans avoir besoin de changer toute l'infrastructure de la blockchain, etc. On garde la même blockchain, un peu à la manière du système de moyen de paiement Bitcoin Lightning, qui permet d'avoir beaucoup de transactions par seconde, etc. Là, ce serait la même chose pour faire tourner des smart contracts, des projets, etc. sur la blockchain du Bitcoin. Donc ça peut être dangereux pour beaucoup d'altcoins si ça se révèle être très efficace. Donc c'est pour ça, en fait, à voir. Moi, là, je ne sais pas pour l'instant quelles sont les limites de ce process, enfin de ce process, etc. Donc ça va être intéressant à voir. Mais s'il n'y a pas de limite, bon, bah, est-ce que les futurs projets ils vont être développés sur le Bitcoin, etc. C'est très bizarre et ça ouvre énormément de portes quand même, parce que ça c'était impensable il y a une semaine, quoi. Donc on sait pas d'où ça sort. Moi je sais pas c'est qui le mec qui a fait ça derrière. Est un type de contre intelligent capable d'exécuter une gamme étendue de calcul. Donc voilà, ça apporte la possibilité de pouvoir faire des calculs sur Bitcoin et donc de pouvoir, en fait, ce qu'on a dit, de pouvoir faire tourner des smart contracts. Et je dis toute la DeFi et toutes les applications basées sur Ethereum, en fait, une énorme partie de la crypto aujourd'hui, ça a été la révolution d'Ethereum, en fait, ça a été l'invention des smart contracts. Et donc si ça aussi aujourd'hui Bitcoin peut le faire, ou une seconde couche sur Bitcoin peut le faire, avec quelles caractéristiques, c'est très intéressant de le voir. En quoi ça va être différent d'Ethereum? Est-ce que ça va être moins cher? Est-ce que ça va être plus rapide? Normalement non, mais qui sait. Donc c'est pour ça, à se renseigner, ça peut être très intéressant, et à regarder où est-ce que tout ça va nous mener. Bon, j'ai fait 2 extraits de vidéo, du coup je ne sais pas combien je suis. Je dois être aux alentours des 10, 11 maintenant, donc voilà, que je sache. Donc on fait un tour sur les graphiques. Quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur les graphiques, machin, j'aime bien aller sur les indices macroéconomiques, sur le dollar, et aujourd'hui, une des métriques qui est très regardée, qui est très importante, c'est le pétrole. Le pétrole, parce que c'est une commodity, une matière première qui est sous pression, on va dire, ou qui est volatile en ce moment, à la base, à cause de l'Arabie Saoudite. Bon, déjà c'était compliqué avec la Russie, avec la guerre en Ukraine. Pour l'Europe, si vous êtes en France, et vous êtes en France je pense, ça coûte cher. Et Total bloque les prix à 2$, mais ça leur coûte plus cher. Je sais pas s'ils sont à perte, mais ça coûte cher. Et aussi, en plus de ça, on a l'Arabie Saoudite qui réduit leur production du baril de pétrole pour augmenter forcément le prix du baril du pétrole. Parce que si l'offre diminue, le prix augmente, d'accord, pour une demande qui est stable. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait depuis quelques mois. Ils ont diminué l'offre. Et vu que c'est des producteurs mondiaux, quand eux décident de quelque chose, ça marche. Bon. Et maintenant, quand on regarde, par exemple, ça a un gros impact aux États-Unis, en Europe, etc. Parce que les États-Unis, par exemple, leur inflation,
le pétrole est compté dans cette inflation-là, et donc si le pétrole augmente, leur inflation va rester haute. Alors que par exemple sur les produits alimentaires, sur les produits, je sais pas, de première nécessité, ça se trouve le travail de la Fed la Fed a bien fait son travail, a bien réduit les prix, mais l'inflation est quand même maintenue à la hausse à cause du pétrole. Donc ça a beaucoup d'enjeux, ça a beaucoup d'impact, et on avait connu une hausse fulgurante depuis les 60, il me semble, voilà, on était aux alentours des 65, on est allé taper cette résistance autour de 95, et là on est en train de se faire rejeter, tant mieux. Et aussi, il y a le conflit depuis avant-hier de l'Israël contre la Palestine, qui peut avoir pas mal d'impact, parce que l'Israël est un pays qui produit du pétrole et qui exporte du pétrole. Et il me semble que la dernière fois, c'est un sujet très intéressant, il me semble que la dernière fois qu'il y avait eu un conflit, gros conflit, on va dire, une attaque surprise, je vais faire attention aux mots que j'emploie, une attaque surprise de la Palestine contre Israël, ça avait engendré des tensions géopolitiques et ça avait créé une récession dans les pays occidentaux, notamment à cause du pétrole. Bon. Donc voilà, en ce moment, les conditions géopolitiques ne sont pas favorables à, on va dire, à une bonne projection sur le prix du pétrole et à bien savoir où l'on va. Du jour au lendemain, tout peut péter, je le pense. Donc voilà, sur le pétrole, c'est important à suivre et il faut garder un œil dessus. Maintenant, le dollar aussi, le dollar on était venu casser cette grosse résistance des 105 points, et là on est venu le réintégrer à la baisse, donc réintégrer le range plus bas pour aller se retester sur les 104 points, 105 points. Donc avant, moi on était là, hein, ça fait 2 mois et demi, le dollar connaît une énorme hausse, et là on espère qu'il continue à baisser, même si là ça semble être simplement une respiration dans sa tendance qui est haussière. Et quand le dollar va bien, quand le dollar monte, les actifs risqués, les risques on vont mal. Parce que les investisseurs vont aller chercher du rendement, entre guillemets, sûr sur le dollar, parce qu'il y a très peu de risques, plutôt que d'aller le mettre sur du bitcoin pour aller chercher un rendement X, mais en fait avec beaucoup plus de risques. Donc voilà la raison de pourquoi le dollar est important, et le fait qu'il baisse, c'est bon signe pour nous. Donc ça devrait engendrer une réaction haussière sur les risques on, donc sur les actions, sur les cryptos, etc. Mais ça, c'est dans un contexte macroéconomique stable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'incertitudes, que ce soit sur les actions, sur les cryptos, etc. Voilà pour les indices importants. Maintenant, sur le Bitcoin, on latéralise encore, hein, rien de nouveau. On avait cassé notre trendline baissière, on est en train de faire un pullback, on ira chercher, je pense, c'est très probable les 26 800. Rien de neuf sous le soleil, tant qu'il n'y a pas d'impulsion à la hausse ou à la baisse, que comment savoir, comment interpréter, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a trop de tensions géopolitiques et que ça dépend fortement de ça, et que là, les investisseurs, en fait, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je mets parce que l'ETF, le halving arrive bientôt, n'a même pas d'accumulation, j'ai envie de mettre, je suis confiant pour le long terme, mais c'est le côté bullish, mais est-ce que je garderai pas du cash? Est-ce que j'attendrai pas un petit peu pour rentrer? Si demain il y a une guerre mondiale qui éclate, comment ça se passe? Si Israël arrête totalement d'exploiter son pétrole, si l'Iran commence à être involved dans le conflit, c'est compliqué quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui on peut pas trop savoir, et je pense qu'il y a beaucoup trop de facteurs en jeu pour pouvoir avoir clairement une direction en tête quoi. Uniquement sur un graphique. Bon. Ethereum, waouh, on fait une bougie d'incertitude, je ne l'avais pas vu. On fait une énorme bougie d'incertitude, c'est incroyable, on va la voir en 4 heures ce qui se passe. Et bah ça vient de se passer. D'accord, on était là, c'est fou. C'est quand même plutôt rare. Ça vient de se passer en effet. Bah celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifiquement horrible, cette bougie. Je sais pas ce qui s'est passé, il faut aller voir on-chain, mais là c'est un énorme achat, je pense, ou une énorme vente, mais il y a eu quelque chose. Voilà, une énorme bougie d'incertitude. Bon, voilà, typiquement un short squeeze, où il fallait voir sur le petit time frame, mais où le prix était là, et d'un coup, en un quart d'heure, le prix allait liquider tous les stop loss des shorts pour ensuite aller à la baisse avec un train qui est beaucoup moins chargé. C'est très possible aussi. Bon, ce qui amènerait l'Ethereum à la baisse en tout cas. Ce qui voudrait dire que l'Ethereum irait à la baisse. Si c'était un short squeeze. Donc là on se maintient encore une fois. Donc Ethereum on a quand même plus mangé que sur le Bitcoin. C'est assez dangereux. Hein. Bon voilà, là on va arriver sur la zone des 1550. On a une belle zone d'accumulation de week-off.
Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder une vidéo. C'est très intéressant et ça explique la smart money, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que les gros acteurs, les BlackRock, etc., comment ils font pour accumuler des actifs à un prix stable. Parce qu'imaginons, là vous êtes une entreprise, ou même vous êtes si c'est quand même plus une entreprise, et vous voulez acheter de l'Ethereum, et après vous voulez mettre 1,5 milliard sur Ethereum. Bon, vous l'achetez au prix à 1600, vous n'allez pas réussir. Il faut des algorithmes, en fait il faut de la contrepartie, et tout ça, ça se passe sur tous les actifs qui est assez grandement capitalisé. Il y a des zones, en fait, où on peut le voir sur les prix, lorsqu'il y a des manipulations faites, pour que quelqu'un qui, avec beaucoup de fonds, réussisse à accumuler. Je suis beaucoup trop long. La vidéo est trop longue. Réussisse à accumuler un certain prix. Bref, on accélère, et je pense que là, j'allais voulu faire quelques tours sur quelques altcoins, mais je pense que je vais faire des formats courts, et je vais aller sur un format sur Veracity. J'ai beaucoup de choses à dire sur Veracity, qui est une de mes pépites, sur Caspa, sur Ocean Protocol aussi, que je vais accumuler. Je vais vraiment expliquer pourquoi. Je pense que je vais faire des vidéos entre 5 et 10 minutes qui vont sur chaque altcoin, comme ça je ne serai pas pressé. Et je vais en terminer là pour la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo news, actualité d'aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup pour ceux qui sont là. J'ai du mal à garder cette constance, cette régularité dans le post des vidéos, et je pense que ce sera la clé pour avoir un meilleur discours et pour être très à l'aise derrière le micro, et pour ensuite tout simplement vous accrocher vous, hein, tous les jours vous allez voir comment je réagis. On va réagir tout simplement ensemble aux différents événements qui se passent dans la crypto, mais pour ce faire il faut que je sois absolument régulier, et ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore plus, parce que maintenant il se passe des choses, je suis étudiant, je bouge, je sors, il se passe des choses, et il faut que je travaille, donc ça va être mon point, je veux être régulier, et je pense que ça ne sera que bénéfique. Donc merci à vous pour avoir écouté, si vous êtes encore là, sachez-le, c'est gentil. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Il y en a un, je pense, ou deux qui le font, et ça me fait très plaisir à chaque fois que je le vois. Donc merci à eux et merci à tous. Et à bientôt.